Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui vous est présenté par l'usine Nouvelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la transformation digitale des ETI françaises, des entreprises qui ont bien pris en compte la nécessité de se transformer, puisque KPMG nous communique que 75% des dirigeants de ces entreprises considèrent que l'élaboration de leur business model va de pair avec l'évolution de leur socle digital. Malgré tout, il existerait un certain nombre de freins à leurs ambitions. Alors, est-ce que ces freins sont réels ou est-ce qu'on part sur des a priori qu'il va falloir démonter ensemble? Comment on peut être aussi bien équipé en outils digitaux qu'un grand compte quand on est une ETI? Je vais poser la question tout d'abord à Philippe de Sédoui, qui est DSI du groupe Bâti Santé, et je vous laisse quelques mots pour nous présenter le groupe. Oui, bonjour à tous. Alors, Bâti Santé, c'est un groupe de services multitechniques dans le bâtiment. On intervient auprès des bâtiments d'habitation, des bâtiments recevant du public et des travailleurs. On a un catalogue d'une centaine de prestations autour des métiers de la sécurité incendie, de l'hygiène et de l'assainissement, des diagnostics et de la performance énergétique et également un pôle sur les interventions urgentes type plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie. Voilà, et c'est un groupe de 1500 collaborateurs. Et voilà, donc vous êtes une ETI, vous allez être notre cas client du jour, notre témoin, et vous êtes accompagné pour cela de Arnaud Bellamy, qui est cofondateur de Spring5. Alors Spring5, c'est un spécialiste de l'intégration des solutions Salesforce et qui accompagne donc Bâti Santé sur l'ensemble de ses projets. Et on terminera ce tour de table avec Thomas Damien, qui est ingénieur solution chez Salesforce. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors justement Thomas, première question, j'aimerais un petit peu votre observation de marché chez Salesforce et savoir quel est votre jugement, votre opinion sur la maturité des ETI françaises en matière de transformation digitale. Moi je partage un peu l'optimisme de KPMG, là, l'étude que vous avez trouvée. Ce que je vois sur le marché, c'est qu'en fait les ETI, elles se sont digitalisées, elles continuent à se digitaliser. Et rapidement. Et c'est vrai que je pense qu'elles ont une approche pragmatique de la digitalisation. Elles sont, on va dire, entre les startups qui veulent toujours se disrupter, toujours changer et très vite, et les grands groupes qui, eux, ont plutôt des moyens illimités. Et elles vont avoir une approche pragmatique où elles vont essayer de trouver une stratégie long terme et adopter leur digitalisation sur ces stratégies-là. Arnaud, vous qui avez l'habitude d'être vraiment au plus proche de ces chantiers de transformation, quels vont être les freins habituels des ETI par rapport justement à ce profil type que vient de nous dresser Thomas ? Ouais, ils sont multiples. C'est vrai qu'on a souvent l'occasion de constater, de rencontrer des freins dans la transformation digitale des ETI. Je pense que le premier, il concerne les solutions à mettre en œuvre, avec d'un côté des solutions qui sont a priori destinées aux grands comptes, qui peuvent sembler hors de portée pour les ETI par rapport à une certaine complexité technique de mise en œuvre ou par rapport à un coût. Et puis de l'autre côté, des solutions sur étagère, a priori plus abordables, mais qui vont peut-être être moins flexibles ensuite dans leur implémentation et surtout dans leur adaptation aux spécificités métiers de tous les métiers d'une entreprise. Et donc ça, c'est un premier frein. C'est un peu le côté mid-market qui se sent comprimé entre le marteau et l'enclume de la solution abordable et de la solution grand compte. Exactement. Et parfois, faire le choix de solutions abordable va faire qu'on regrette ce choix parce qu'on peut avoir certes des gains très rapides à très court terme, mais en fait quand il s'agit d'adapter la solution à de réelles spécificités métiers, parce que les ETI ont de très fortes spécificités métiers comme les grands comptes, on se retrouve parfois un petit peu bloqué. Donc ça, c'est un premier frein. Le deuxième frein qu'on rencontre souvent, c'est la conduite du changement, parce que les ETI ne sont pas forcément structurés pour piloter leur programme de transformation en interne. Et donc ça peut ralentir finalement l'adoption des outils qui vont être mis en place. Et puis après, il peut y avoir des considérations budgétaires ou même parfois la peur de perturber un SI bien rodé, même s'il est un peu vieillissant. Et donc ça va ralentir un petit peu la décision de changer d'application. Il y a justement, même parmi les décisionnaires, il peut y avoir un frein au changement. On a un SI qui est peut-être un peu vieillissant, qui peut être un peu contraignant, mais on a peur de le mettre à plat, alors que jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Effectivement, ça revêt une part de risque, donc ça s'évalue. Alors justement, Philippe de Sédoui, vous qui êtes DSI d'une ETI, donc Bâti Santé, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit ? Oui, absolument. Le côté pragmatique mis en avant par Thomas, en fait,
Ce qu'il faut arriver à vendre à nos décideurs, c'est la valeur que va apporter ces nouveaux systèmes. Donc, on va avoir une approche très ROI, puisqu'effectivement, comme on dit, les budgets peuvent être conséquents, mais quand on voit la valeur que ça dégage en face, souvent on arrive à convaincre les interlocuteurs. Donc, je rejoins aussi Arnaud sur le côté conduite du changement. Les métiers souvent sont pas satisfaits des systèmes, mais quand on leur propose le changement, ils sont aussi réticents. Donc, il faut arriver à les accompagner, leur montrer que les systèmes peuvent délivrer de la valeur et les aider au quotidien. Et quand vous dites qu'il faut, il y a des interlocuteurs à convaincre, vous parlez par exemple du COMEX de l'entreprise. Exactement, voire même l'actionnaire, parce que nous c'est un fonds qui est propriétaire, donc il a fallu faire valider le projet au niveau de l'actionnariat. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire la feuille de route de votre chantier de transformation? Quand est-ce qu'il a commencé? Tout à fait. Alors moi je suis arrivé dans le groupe Bâti-Santé en janvier 2020. À l'époque le groupe faisait 500 personnes, donc maintenant presque 5 ans après c'est 3 fois cette taille. Donc il y a on est passé de la PME à l'ETI. Exactement. Et moi j'ai trouvé un système d'information vieillissant qui tournait depuis 25 ans avec une énorme dette technique. Et j'avais une feuille de route qui était donnée par mon président qui était assez ambitieuse, l'accompagnement de la croissance du groupe et puis l'optimisation des process en interne. Et j'ai vite vu que les systèmes existants ne me permettraient pas de faire ça. Donc on a commencé par la brique CRM en 2020 pour toute notre force de vente. Alors brique CRM qui était chez Salesforce. Oui, c'est ça. Donc absolument. C'était notre première je dirais, encartade dans le monde de Salesforce, qui a été une expérience réussie, puisque les commerciaux l'utilisent encore aujourd'hui. Et l'année dernière, on s'est dit qu'on allait changer la partie application de nos techniciens, et donc on a mis en place le projet Field Service. Et le projet a bien démarré, on en parlera tout à l'heure. Et donc j'ai complété la roadmap en apportant la vision avec le module offre et devis qui s'appelle CPQ et le module service client pour notre call center et tous les clients qui nous contactent par email. Voilà. Et donc là, l'intégralité des modules, c'est chez Salesforce. Donc là, c'est le plan, absolument. On en parlera tout à l'heure aussi sur bénéficier de la complémentarité des modules et le fait qu'on va partager de la donnée entre les différents modules de Salesforce. Non, mais du coup, on remarque quand même que vous avez vraiment choisi de vous engager au sein du portefeuille de solutions de Salesforce, dans l'écosystème Salesforce, absolument, sur l'ensemble de vos besoins. Alors justement, avant peut-être d'aller plus loin dans l'étude de votre cas, il y a une question du public. Je rappelle d'ailleurs à notre public que vous pouvez poser vos questions directement en live dans le chat. Si on a le temps et en fonction de notre récit, on tâchera d'y répondre dès que possible. Alors là, justement, Thomas Damien, je pense qu'elle est pour vous, cette question. On nous demande que représentent les ETI comme Bâti-Santé dans le CA de Salesforce. Alors pour Salesforce en France, en fait, c'est très important. Déjà, on a dédié une BU, donc une équipe de plus de 100 personnes pour adresser les besoins spécifiques des ETI. Pour justement, tu parlais, Philippe, tout à l'heure, d'ROI. Justement, on sait que c'est très important de trouver du ROI et ces besoins sont spécifiques aux ETI. C'est pour ça qu'on a dédié cette BU. Donc cette BU, elle est spécifique au marché français ? Exactement. Okay. Exactement. C'est en France, on est tous basés en France et on les adresse. On les adresse sur Paris et en région. D'ailleurs, il y a plus de 40% du chiffre d'affaires de Salesforce qui est généré hors Île-de-France. Et 2/3 de nos clients sont des clients PME et ETI. Donc c'est très important et c'est pour ça qu'on a dédié une BU pour ces besoins spécifiques. Et donc là, si on rebondit sur ce que nous disait Arnaud, s'il y a des ETI qui pensent que Salesforce c'est plutôt pour les grands comptes et que c'est pas pour elles, là, juste par les chiffres, vous nous démontrez qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont compris que c'était pas le cas. En tout cas, vous me mettez au chômage si... D'accord. On va éviter ça du coup pour aujourd'hui. Alors, Philippe, j'aimerais savoir en tant que DSI justement, c'est quoi pour vous la vision d'un SI, d'un socle digital qui soit performant pour Bâti-Santé à long terme ? Déjà, un système qui soit disponible. Enfin, je vais me construire par opposition avec ce qu'on a actuellement comme système. C'est un système qui soit disponible, même si le business veut travailler le week-end ou en soirée. Qui soit facile et agréable à utiliser. Le côté UX, UI est de plus en plus prégnant chez les utilisateurs. Ça a un impact sur notre turnover. Les gens, quand ils arrivent sur un vieux système, ils n'ont pas envie de rester parce que c'est un environnement de travail qui est pas agréable. Et un système qui est facile à connecter au monde extérieur. On est de plus en plus mis en face de nos clients qui veulent apaiser à nos solutions. Alors nous, sur notre ancien système, c'est complexe. Avec Salesforce, on a des bibliothèques d'API, en voilà. Et donc voilà,
On est de moins en moins sur des clients qui vont venir, sur notre portail, par exemple, mais ils vont vouloir aller lire la donnée directement dans notre système. Donc voilà, et ça, c'est très important dans un SI moderne, en termes d'architecture, de pouvoir exposer notre donnée de manière sécurisée à notre écosystème. Vous m'avez parlé aussi de la croissance du groupe. Oui, c'est ça. C'est que là, je le disais, on est passé de 500 à 1500 en quasiment 5 ans et ça va continuer. Donc, il y a un vrai sujet de fusion des systèmes et d'insertion de la donnée. De vos croissances extérieures. Absolument, en fait, des sociétés qu'on rachète. Un vrai sujet, c'est dédoublonner la donnée, tout simplement. Ouais. On rachète des bases clients et aujourd'hui, on fait ça, on fait ça avec la feuille Excel et recherche V. Et l'écosystème Salesforce nous met à disposition des outils via le App Exchange qui vont faciliter ça. Et on sait qu'on a d'autres références Salesforce qui ont eu le même problème que nous. Voyez, nous, on sort de nos systèmes spécifiques, on revient sur des sujets qui sont communs à d'autres entreprises qui font des fusions-acquisitions. Et donc, vous nous avez dit tout à l'heure que l'ancien SI, l'ancien socle digital date en gros de fin des années 90. Ouais. Il avait peu évolué depuis. Oui, parce que c'est ressources de développement interne, technologie un peu confidentielle, difficulté à trouver des compétences sur le marché. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important chez Salesforce, c'est qu'on trouve facilement de la compétence pour nous aider. Et donc, en parallèle de votre croissance qui a été très rapide, vous avez vraiment senti ça devenait un frein. Il y a eu goulot d'étranglement parce que moi, les projets s'empilaient, mais moi, j'ai une capacité de production qui est limitée parce que les gens qui connaissent la techno actuelle, j'en ai pas sur le marché. En fait, c'est des technos qui sont très confidentiels. Avec Salesforce, j'ai beaucoup moins de problèmes. C'est on passe sur un problème de budget. C'est pas est-ce que je peux faire, c'est combien ça coûte et quand est-ce que je le déroule. Vous voyez. Et donc vous arrivez en 2020. Et en 2020, vous initiez le chantier par la brique CRM chez Salesforce. Alors double question, pourquoi le CRM et pourquoi chez Salesforce? CRM parce que quand je suis arrivé, ils voulaient développer un CRM spécifique. J'ai dit oh là là, non, on va arrêter tout de suite. Et Salesforce parce que j'ai entrevu, alors déjà ils ont fait une belle présentation en avant-vente, je confirme que l'approche ROI elle est bien mise en avant aussi chez Salesforce. Et j'ai vu assez vite la capacité de Salesforce de proposer des synergies avec les autres modules. C'est-à-dire que là, je savais que la brique CRM, ce n'est que le premier pas dans un changement plus global pour le SI de Bâti Santé. Ok, alors justement, vous me parlez de modularité. Arnaud, est-ce qu'on peut considérer justement que cette modularité de l'écosystème Salesforce, brique par brique un petit peu, c'est un premier argument peut-être pour faciliter le déploiement de solutions qu'on pourrait considérer comme grands comptes, sans vouloir vous mettre au chômage encore une fois. Est-ce que c'est un premier argument qui est là pour rassurer les ETI qui nous écoutent ? Complètement, c'est même un argument central, je pense, dans la facilité du déploiement des solutions Salesforce. C'est ce qui va permettre de faire d'aborder une transformation progressive. Il y a les modules par module, et en allant chercher des retours d'investissement concrets sur chacun de ces modules. Un module va correspondre à un métier. Par exemple, on va avoir le module Sales Cloud pour les ventes, on va avoir le module Field Service pour les opérations terrain. Et en fait, on va pouvoir avancer progressivement en allant retirer de la valeur et des résultats sur chacun de ces modules. Ça évite de se projeter dans un déploiement Big Bang qui peut être souvent risqué, voire coûteux. Et donc, s'assurer que j'avance à mon rythme et que je ne prenne pas le risque de transformer toute ma société. Parce que quand on transforme un système d'information, si on le fait en Big Bang et que ça ne marche plus, en fait, on peut mettre la société à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. Donc, ça permet d'y aller progressivement et c'est un des gros avantages de la modularité de Salesforce. Et puis, je pense que le deuxième argument, c'est ce que soulignait Philippe tout à l'heure, c'est l'aspect plateforme de Salesforce. On est sur une plateforme technologique unique, c'est-à-dire que les modules de vente, de service client, d'opération terrain sont sur la même plateforme technologique, donc sur une base de données partagée, ce qui permet de partager cette information auprès de toutes les équipes et auprès de tous les métiers qui sont déployés sur la plateforme. Donc justement, pas de problème particulier si on procède étape par étape, solution après solution, pour ensuite, entre guillemets, rebrancher tous les câbles et unifier tout ça? Non, au contraire, c'est presque prévu pour ça. D'accord. Et on s'évite des travaux complexes d'intégration de multiples applications qui seraient spécialistes sur leur domaine métier. Et ça, c'est un énorme gain de temps, d'argent
que ce soit dans les phases d'implémentation pour nos clients ou dans la maintenance aussi à long terme tout au long de la vie du système d'information. Ok, si on se rapproche à nouveau des ETI qui nous écouteraient, concrètement, c'est quoi les gains, les promesses de cette modularité et de cette formule plateforme ? Les gains de la vision plateforme, c'est que ça va simplifier la gestion des données, ça va réduire la complexité technique, comme je vous le disais, d'implémentation et de maintenance dans le temps, et puis ça va permettre aussi de personnaliser les solutions grâce à la plateforme Salesforce qui le permet, personnalisée au plus près des spécificités métiers des entreprises qui l'utilisent. Et je pense aussi que ça va aussi permettre la collaboration entre les différentes entités, parce que lorsqu'on a un module pour un métier, forcément, on va travailler sur une donnée qui va être unique à ce métier-là, elle va pas être partagée par toute l'entreprise et pour toute l'entreprise. On se retrouve avec un silotage. Exactement. Et donc l'objectif, et je pense que Salesforce est avant tout en fait une entreprise de données, où on va pouvoir mettre à disposition de tout le monde au sein de l'entreprise, les commerciaux, l'équipe marketing, l'équipe de service client, les opérations terrain, la même donnée sur laquelle elle va pouvoir collaborer, elle va pouvoir créer des expériences clients qui vont être optimales. Vous avez parlé de personnalisation de la solution, donc ça veut dire le CRM de Bâti Santé, en termes du X par exemple, c'est pas du tout le CRM Salesforce qu'aurait adopté une autre TI par exemple. Pas du tout, il y a des similitudes, mais au sein même d'une industrie, plusieurs sociétés de cette industrie vont avoir des usages différents, des processus différents. Et ce que je m'efforce de répéter aux ETI, justement, c'est que ce qui font leur spécificité ou leur position de leader sur un marché, c'est justement tout cet ADN qui leur est propre et qui est inscrit dans leur processus et qui donc derrière fait des applications différentes pour supporter ces processus. Si je reviens à la feuille de route de Bâti Santé, donc on a le CRM de Salesforce en 2020, et là, à partir de 2023, vous êtes lancé sur Field Service. Alors, ça commence à faire pas mal de name dropping pour notre audience. Thomas Dabien, est-ce que vous pouvez nous rappeler le positionnement et les promesses de Field Service au sein de votre portefeuille de solutions ? Donc, comme c'était expliqué juste avant par Arnaud et Philippe, donc on a plusieurs modules, tous sur la même plateforme, et Field Service est l'un de ces modules qui est justement dédié pour la gestion des opérations terrain. Donc, c'est pour les entreprises qui envoient des techniciens aller faire des interventions chez leurs clients, que ce soit des clients B2B ou B2C, B2B pour le cas de Bâti Santé. Et donc, le module Field Service, l'objectif, ça va être de simplifier la vie déjà des planificateurs, parce que l'objectif de ces personnes, c'est de pouvoir créer les tournées les plus optimisées possibles, déjà pour le bien-être des techniciens, tout simplement, mais aussi pour gagner du temps et gagner de l'argent en termes de carburant. Si j'envoie mon technicien seulement dans une zone très réduite, je vais éviter de le faire parcourir l'Île-de-France 4 fois, et donc tout simplement, il va avoir plus de temps pour lui, il va pouvoir réaliser ses interventions de manière plus efficace. Et aussi, on va aider le technicien qui, lui, va avoir une appli mobile qui va lui permettre de préparer sa journée au début de la journée et voir toute sa tournée, tout le plan et tout ce qu'il a besoin d'avoir pour faire ses interventions de la journée. Mais même durant l'intervention, il va pouvoir retrouver de l'aide, il va pouvoir générer par exemple ses bons d'intervention et pouvoir collaborer avec les clients directement chez eux en parfaite connaissance de cause, je dirais. Donc voilà ce que c'est que Field Service. Justement, je vais peut-être vous poser la question à tous les deux. Justement, on a parlé de personnalisation de la solution. Là, on vient de placer Field Service. Comment vous structurez chez Salesforce et Spring5, du coup, l'accompagnement d'une société telle que Bâti Santé ? En fait, c'est une relation tripartite entre le client d'abord, parce que c'est vous le plus important. Ensuite, le partenaire intégrateur et Salesforce. Et je dirais, on va le séparer à deux, on va partir sur l'avant-vente et après on parlera peut-être de l'après-vente, je te laisserai peut-être parler de l'après-vente. Sur la partie avant-vente, l'objectif que j'ai, c'est d'écouter, Philippe, c'est de t'écouter, c'est de comprendre quels sont tes besoins pour apporter la meilleure solution. Comme on l'a dit, chaque Salesforce est différent pour chacun de nos clients. Donc nous, notre objectif, c'est de bien comprendre ses besoins pour y répondre au mieux et pour générer la valeur, pour générer du ROI. Et là-dessus, on va s'appuyer sur notre connaissance du métier, on va s'appuyer sur l'expérience qu'on a, mais aussi sur notre partenaire, donc Spring5, avec toi Arnaud, pour construire la meilleure solution et pour apporter un maximum de valeur. Cette approche consultative, je pense qu'elle est particulièrement intéressante pour les ETI,
pour le coup, qui généralement n'ont pas une armée de consultants pour aller construire ces expressions de besoin. Et donc nous, on arrive vraiment avec cette envie de trouver la meilleure solution pour apporter le meilleur ROI. Et donc justement, je me permets une petite question, mais sur la BU ETI dont vous nous avez parlé tout à l'heure, vous êtes répartis en spécialités sectorielles un petit peu. Oui, c'est ça. Aussi, on a aussi des spécialistes. Donc on a, c'est une architecture qui est matricielle. On a des spécialistes par secteur et on a aussi des spécialistes par solution. Ok, très bien. Effectivement, cette phase d'avant-vente, elle se veut étroitement collaborative avec Salesforce et avec nos clients. C'est important pour les ETI parce que c'est ce qui va permettre de définir le périmètre applicatif cible sur lequel l'entreprise va pouvoir se projeter dans un budget préétabli et maîtrisé. Et ça, c'est important de bien avoir ces indicateurs avant de pouvoir s'engager. À la suite de cette phase d'avant-vente, nous, notre démarche d'accompagnement, elle s'appuie sur une méthodologie projet assez classique. On ne révolutionne pas la manière de délivrer des solutions informatiques. Par contre, derrière, on va y apporter notre touche. Et une des clés, c'est d'impliquer les utilisateurs finaux de toute strate hiérarchique sur toutes les phases du projet, dès les phases amont, notamment la phase d'analyse ou de cadrage dans laquelle on va cartographier les processus métiers cibles, dans laquelle on va formaliser les besoins, les fonctionnalités qui vont répondre à chacune des étapes de ces processus. Et c'est important d'impliquer les utilisateurs finaux dans ces phases-là parce qu'on va les faire venir pour exprimer un besoin dans cette phase d'analyse et de cadrage. On les fait revenir en phase de conception pour se projeter à travers des prototypes, des écrans sur ces besoins-là. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que généralement c'est l'opportunité pour eux de nous apporter des précisions aussi sur leurs besoins? Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur les plans de la maison, nous on passe à la construction et on les fait revenir pour une phase de validation où ils viennent mettre un coup de tampon et ils disent ok, j'ai une application qui correspond à mes besoins et à mes spécificités. Et c'est très important parce que ça va permettre deux choses. De une, éviter l'effet tunnel. On pourrait avoir 3 mois de projet, on ne sait pas ce qui va sortir. Non, là, en fait, au fur et à mesure, on s'assure de la qualité de l'application qui va être livrée à la fin. Et puis, c'est aussi un point très important de conduite du changement. Pour moi, c'est la première étape de la conduite du changement parce que les représentants métiers qu'on va mobiliser lors de ces ateliers vont eux-mêmes être les promoteurs auprès de leurs collègues de l'application qu'ils contribuent eux-mêmes à mettre en place. Et ça, c'est super puissant en termes de conduite du changement et c'est une première étape clé. Je vous ai entendu tous les deux, mais du coup, j'ai envie de vous demander, Philippe, comment vous l'avez vécu justement cet accompagnement de ce point de vue-là? Écoutez, je me reconnais parfaitement dans le côté, il faut montrer ce qu'on fait avec des méthodes itératives pour pas sortir de sous la tente au bout de 3 mois en disant on a tout compris, puis en fait ça correspond pas du tout à ce que le métier veut. Donc cette approche par prototypage, par test, par POC, Proof of Concept, c'est des choses qui permettent aussi de rassurer les métiers sur le lâcher prise. Là on est en train de travailler sur le projet de planification, le directeur métier mais dit moi j'ai trop peur de lâcher ma solution, ça fait des années que c'est calé, je veux pas le lâcher, j'ai pas envie que ça marche pas le jour J. Mais je lui dis mais faisons des tests, allons-y. On met les données dedans, ils manipulent. Et la plateforme Salesforce nous permet de monter ça assez facilement avec des bacs à sable, avec des données, ils peuvent s'exercer avec et se rassurer. Voilà. Ok, très clair. Bon, donc aujourd'hui, vous avez commencé à déployer Field Service, justement. Qui l'utilise concrètement chez vous et puis sur quel cas d'usage est-ce qu'on peut rentrer précisément sur l'utilisation? Quelques exemples. Donc nous c'est la BU hygiène. Donc on a commencé par le déployer l'Île-de-France et là on est en train de déployer les régions. Ça avance bien. On a quasiment terminé. Ça représente combien de collaborateurs? Alors c'est à peu près 150 techniciens sur le terrain qui utilisent l'applicatif. Donc ils sont passés d'une tablette Windows à un smartphone. Donc déjà c'est quelque chose qui les a plutôt ravis. Les cas d'usage très simples, c'est nos techniciens en hygiène, ils viennent faire par exemple vérifier la pose de boîte à rats, est-ce que les appâts ont été consommés, ils viennent faire de l'assainissement sur les canalisations, ils viennent intervenir sur des need gaps, sur des... qu'est-ce qu'on a d'autre? La désinsectisation, par exemple, une infestation de cafards. Donc en fait,
Maintenant, ils sont équipés de l'application smartphone qui leur permet de déjà, comme le disait Thomas tout à l'heure, savoir en début de journée ce qu'ils ont à faire. Arriver sur le site, ils prennent une photo pour montrer aux clients qu'on est bien présent. Parce que la particularité de notre travail, c'est que souvent on intervient, les clients ne sont pas présents. Nous, on est en B2B2C, on est mandaté par les syndics. Et l'occupant, il aimerait bien qu'on vienne faire le travail le jour J. Mais souvent, on intervient dans les parties communes, personne n'est là, les gens sont au bureau. Il faut montrer au client qu'on a fait le job. Donc, on prend une photo avant, on prend une photo après. Et ça permet de montrer au client que la qualité du travail qu'on a fait. Ça, c'était pas possible avant Field Service. C'était plus compliqué. En tout cas, les cycles de développement n'étaient pas les mêmes. Là, c'est complètement inclus dans la solution. Donc, c'était vraiment facile à mettre en œuvre. Et au total, là, on a parlé de la BU Hygiène. Est-ce que d'autres services vont être dotés de Field Service? C'est prévu dans le plan. On a aujourd'hui 600 techniciens qui seraient concernés à terme par le déploiement. Donc, je dirais que le BU Hygiène a été un bon pilote. Ça représente quand même une quarantaine de types d'interventions différents sur la centaine que propose le groupe. Donc on a fait quand même un bon boulot. Et ça nous a permis aussi de mettre en place toute l'infrastructure Salesforce, Mulsoft et les connexions avec l'ancien ERP encore pour le moment. Tout ça tourne aujourd'hui et tourne quotidiennement et c'est satisfaisant pour le métier. On reconnaît encore un peu ce concept de test and learn, en fait, où vraiment on y va progressivement, y compris sur le déploiement. Là, on a déployé par équipe. Des services. Voilà, on a des équipes de 5-6 techniciens. Donc, on faisait formation des techniciens le vendredi. Le lundi, c'était sur le terrain avec l'application. Avec possibilité, en plus, grâce à l'architecture Mulsoft, de faire un fallback sur l'application historique si besoin. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on a oublié un truc. Pas de problème, on repasse sur la tablette. Ça, c'était très important sur la gestion du risque, absolument dérisquer le déploiement. C'est-à-dire que faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on a raté, il faut pouvoir revenir sur la solution historique. Vous constatez déjà des résultats qui remontent du terrain? On a eu une amélioration du NPS de nos clients. Je pense qu'ils sont séduits par la qualité de nos bons d'intervention. On est passé de quelque chose qui ressemble à une ordonnance médicale à un vrai rapport avec des photos, des couleurs. Et ils voient ce pourquoi on est intervenu. Ce qui permet aussi de valoriser le travail du technicien. Parce qu'il voit que ce qu'il a fait est mis en avant auprès du client. Et donc, on a noté une augmentation de notre Net Promoter Score. Mais parce que finalement, vos clients avaient du mal à constater que vous étiez vraiment passé. Il y avait c'était exactement le problématique. C'était, vous nous envoyez une facture, mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Nous, quand on vient vérifier des boîtes à rats et qu'il n'y a pas d'infestation, on facture quand même. Mais il faut quand même montrer aux clients qu'on est bien venu vérifier toutes les boîtes à rats de la résidence. Et oui, il n'y a pas d'infestation, mais on est quand même venu faire le job. Ça, c'est un sujet important. Autre résultat assez significatif, on avait un gros client de l'agroalimentaire qui nécessitait un bon d'intervention très spécifique avec des normes très pointues. Et en une dizaine de jours, on a pu faire le développement et le déployer. Ça, c'est des choses qui étaient inimaginables sur... Contre combien de temps sur votre précédent SI? Ça dépend du backlog, mais entre 3 à 6 mois, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Donc, 3 à 6 mois, 10 jours, ok. Voilà. Là, même le métier n'en revenait pas. Voilà. Ok. Et concernant donc vos techniciens, vous avez des remontées, ils sont satisfaits globalement? Ils sont satisfaits. Je pense que le côté One Device aussi, parce qu'ils avaient un coup leur tablette, leur smartphone, parce qu'ils prennent tous Waze, mais maintenant tout est sur le téléphone. Donc je clique sur le nom du site, ça me met mon Waze, hop, je vais sur mon intervention, je fais démarrer l'intervention, c'est mon petit travail, je le remplis, tac, c'est terminé, le rapport est généré, ça repart en back-office. Donc c'est le One Device. Ça me fait penser, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec l'accompagnement du changement et le fait que vous nous disiez, Thomas, mais généralement chez les ETI, les collaborateurs sont aussi partie prenante de cette nécessité de changer, de se transformer, de se moderniser. Et ça a été prouvé très récemment. Hein. C'est une étude OpinionWay qui précisait que 86% des collaborateurs jugent que la transformation digitale est un enjeu fondamental pour la compétitivité de leur entreprise. Ça, déjà, bonne nouvelle. Hein. Les collaborateurs veulent que leur entreprise soit compétitive, c'est plutôt bien. Par contre, à contrario, c'est un petit peu étonnant, mais il y aurait plus de la moitié de leur patron, en fait, hein, qui considèrent que la résistance au changement de ces collaborateurs est un frein à la transformation digitale. Du coup, je me pose la question, on fait comment pour gérer ce paradoxe, en fait? Effectivement, je commencerai par dire que la résistance au changement, c'est pas un sujet qui concerne uniquement les ETI. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les entreprises, et y compris les grands comptes. Et d'un côté, on a ces collaborateurs qui reconnaissent la nécessité de la transformation digitale pour rester compétitifs,
pour attirer des talents. C'est un sujet extrêmement important dans beaucoup de domaines. Et puis, on a les dirigeants qui voient peut-être un obstacle majeur dans cette résistance au changement. Je pense que la clé pour gérer cette dynamique, c'est de transformer la résistance en engagement positif. Et comment on fait ? Alors, nous, Spring5, on essaye d'accompagner toutes les entreprises dans cette dynamique avec, je pense, la première clé, c'est de définir un sponsorship fort. On nomme un sponsor issu de la direction qui va aller porter une vision de la transformation digitale, expliquer pourquoi tel projet ou tel projet sont extrêmement importants pour la stratégie de l'entreprise et la croissance. Chez Bâti-Santé, par exemple, le sponsor, c'était Philippe. C'était le CEO. C'était directement. le CEO, oui. Plus CEO, mieux c'est. Bien sûr. Ouais, absolument. Oui. Et ça doit être haut, plus c'est haut, mieux c'est. Et je pense que Monsieur Milesi chez Bâti-Santé était la bonne personne justement pour porter ces sujets-là. Et puis, au-delà de ce sponsorship fort, ce qui va être clé dans la vie de l'application, c'est d'engager le middle management. Parce que c'est la population qui va être au contact des utilisateurs finaux demain. Ce seront eux-mêmes des utilisateurs finaux d'ailleurs. Mais ce sont eux qui, dans les réunions hebdo, dans l'animation au quotidien de ces équipes, que ce soit dans les ventes, le service client ou les opérations terrain, vont insuffler les bonnes pratiques d'utilisation de l'application. Et c'est ce qui va permettre d'en ressortir le plus de valeur. Globalement, sur des applications CRM, s'il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de valeur. Et donc, pour encourager cette adoption, on doit avoir un middle management qui est fortement engagé. Et puis, le troisième aspect clé de la conduite du changement, qui peut être un petit peu parfois délaissé dans les ETI, c'est projeter les utilisateurs finaux sur des changements, des bénéfices concrets qui vont arriver pour eux dans leur quotidien. Comment une application va faciliter leur quotidien, comment une application va améliorer leur productivité et comment en fait cette application va contribuer à leur propre succès professionnel. On n'attend pas que le projet soit terminé pour les informer, on les informe tout au long du déroulé. C'est un peu ce que vous nous disiez avec les ateliers tout à l'heure de cadrage sur lequel vous nous disiez que vous engagiez aussi les utilisateurs finaux. Exactement, c'est une de ces étapes-là. Et puis on va même plus loin dans la personnalisation de ces messages puisqu'en fait on va travailler des messages pour les utilisateurs finaux, pour le management, pour la direction, parce qu'en fait, chacun ne va pas en retirer exactement les mêmes bénéfices. Donc, c'est important de personnaliser ces messages-là pour qu'ils aient le plus d'impact. Et puis, en fait, c'est cette approche qui va rendre les collaborateurs acteurs du changement et qui va réduire significativement la résistance au changement, justement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du ROI depuis tout à l'heure qui s'adresse beaucoup plus à la direction, mais nous, dans les ateliers en avant-vente, si on veut parler avec les équipes métiers, c'est aussi pour comprendre quel est leur quotidien et comment, avec les solutions Salesforce, on peut simplifier ce quotidien-là. Et donc, c'est aussi notre rôle en avant-vente et après pendant le projet de les impliquer et de leur montrer les bénéfices qu'elles vont trouver dans leur quotidien avec les applications Salesforce. Et de votre expérience, tous les deux, ça arrive souvent qu'en intégrant justement, en rendant partie prenante l'utilisateur final, il y a un décalage où on soit obligé de recadrer un petit peu la vision qui était celle de la direction, par exemple, sur un outil ? Oui, ça peut arriver. Parfois, on a des sessions de piqûres de rappel ou alors on est capable d'aller cibler certaines populations parce qu'on mesure généralement l'utilisation et l'adoption d'une application, même après son déploiement. Et on peut aller en petite équipe, task force, remettre le pied à l'étrier à certains utilisateurs qui seraient peut-être un peu décrochés par rapport à leur pairs. Et c'est parfois, même souvent nécessaire, mais ça fait partie de la vie d'application et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté, effectivement. Je me permets de refaire une petite parenthèse en m'adressant à notre audience. Je vous sens peu motivé à nous poser des questions. Alors, c'est peut-être parce qu'on est extrêmement clair, ce qui est plutôt engageant pour nous, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions, en particulier pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On n'hésitera pas à y répondre dès que possible. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin aussi dans tout ce qui était infusion de la donnée. Vous nous avez parlé de votre vision du SI le plus moderne possible pour Bâti-Santé. Et sur ce côté activation de la donnée, processus data-driven plus intelligent, j'aimerais savoir chez Bâti-Santé où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est pris en compte dans votre feuille de route, pardon. La donnée aujourd'hui, elle est disponible dans notre SI historique, mais elle est très difficile d'accès. Elle est vraiment cachée. L'idée du programme de transformation avec Salesforce, c'est de rendre la donnée accessible au bon niveau à la bonne personne. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple,
un commercial qui a un rendez-vous en agence, le gestionnaire, du syndic lui dit « j'ai passé une commande pour telle intervention urgente », où ça en est la commande. Aujourd'hui, le commercial, il n'est pas en mesure de répondre. Demain, avec Salesforce, pour l'instant, sur la partie hygiène, puisqu'on est sur la BU hygiène dans Salesforce, il peut regarder l'intervention et dire dans quel état ou la date à laquelle elle a été planifiée et si le boulot a été fait, et voire même lui proposer le bon d'intervention. Vous voyez, ça, c'est des exemples d'interaction qui étaient difficiles à faire avant. Aujourd'hui, c'est possible sur un simple téléphone portable. Voilà. Donc, c'est connecter la donnée entre les différentes fonctions de l'application. On parlait de silotage tout à l'heure. Et moi, la plaie dans le cadre de l'organisation en silo, c'est qu'en fait, les gens s'envoient des mails partout. Donc, tout est perdu, l'information est complètement perdue. L'idée, c'est que les interactions, elles se passent aussi dans Salesforce, via le chatter, via des cases. Voilà, on ne perd pas cette information. Là, actuellement, vous en êtes où, justement, du désilotage? Par exemple, on a parlé de la brique CRM qui est déjà déployée, on a parlé de Field Service qui est en cours de déploiement. Ça communique ou pas déjà? Alors, là, le vrai déclencheur, il va être sur l'activation du service client. On est en train de terminer le sprint 2 du projet. On a prévu un go live au 2 décembre pour le moment. Et là, l'idée, c'est que les gens qui appellent le service client, on soit en mesure de leur répondre, de leur donner l'information requise dès le niveau 1. Aujourd'hui, ils appellent, bah oui, madame, on vous fait un ticket, on vous rappellera. En termes de satisfaction client, c'est assez nul. Là, l'idée, c'est de dire, j'ai une question, j'ai demandé une offre, j'ai pas eu de réponse. Le technicien devait passer, où est-ce qu'il en est? J'ai une urgence, comment vous pouvez me dépanner? Et plus on va avancer, nous, sur notre plan de transformation de Salesforce, plus on sera en mesure de leur répondre directement, sans les faire patienter en filant un numéro de ticket. Donc là, la clé de voûte, ça va être l'insertion du service client. Ça va connecter. En tout cas, c'est un des premiers points de contact. Après, il y a les commerciaux, mais aujourd'hui, c'est vrai que le service client, nous, on n'est pas énorme, on a à peu près 1000 interactions par jour avec nos clients. Mais c'est des canaux sur lesquels on se doit de répondre vite. Sinon, les gens ils vont aller voir ailleurs. Voilà. Vous nous avez parlé de la partie CPQ aussi qui est plus loin. C'est-à-dire que demain, le service client pourra aussi gérer cette partie-là. C'est l'idée. Aujourd'hui, j'ai une demande de devis sur une intervention urgente. Je fais un ticket, ça part en exploitation, ils font l'offre. Donc ça prend 5 jours, 10 jours, ça dépend de la complexité de l'offre. Demain, sur un sous-ensemble d'offres simples, on pourra lui proposer la réponse directement, voire même lui proposer une signature en ligne, oui, via un opérateur du service client. Donc là, on est en train de préparer vraiment une organisation data-driven, beaucoup plus d'intelligence dans les processus, beaucoup plus de partage, ça infuse partout. Bon, évidemment, dans le contexte actuel, avec le boom de l'intelligence artificielle, on se demande est-ce que vous êtes en train aussi d'envisager ça? Parce qu'après le socle de données, on peut se dire que la suite logique pour plus d'intelligence, d'automatisation, de performance, c'est l'IA. Absolument, on a en fait pris l'opportunité du projet service client pour mettre un premier pied dans l'IA. On a deux cas d'usage assez simples, mais qui sont pour nous sont quand même générateurs de valeur. Le premier, c'est l'IA va nous aider à catégoriser le type de demande. On a aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de types de demandes différentes. L'idée, c'est que l'IA, en la lecture du mail ou de la pièce jointe du mail, ça va dire c'est une demande de devis, c'est une demande d'intervention, c'est une réclamation, c'est un rappel, c'est une facture impayée, et que ça vaille sur les bonnes files d'attente sur les agents. Aujourd'hui, ce travail est fait manuellement par une équipe de sous-traitants au Maroc. Donc l'idée, c'est de le remplacer par le module d'IA. Ah oui, donc parce que j'allais dire sur ce simple cas d'usage, mais c'est vrai que c'est de la lecture de pièces jointes, ça paraît pas être quelque chose de grandiloquent quand on peut voir les publicités de tous les éditeurs d'intelligence artificielle, on peut générer un ROI qui est colossal. Donc parce que là, vous avez carrément une unité qui est dédiée à ça. C'est ça, et le fait, l'avantage de Salesforce, c'est que la plateforme est déjà pluguée à ces modèles-là. Moi, j'ai aucun contrat avec OpenAI. Tout est géré via Salesforce. On a des licences. C'est eux qui gèrent toute la partie technique. C'est aussi très facile pour un DSI de se faire ses premiers POC sur la partie IA puisque c'est clé en main. Après, il faut entraîner l'IA, on revient sur des problématiques de qualité de données, et ça, Dieu sait que chez Bâti-Santé, on a du travail à faire puisqu'il n'y a pas d'IA sans data, vous connaissez le petit moto. Mais voilà, donc on commence à avoir déjà des retours sur les cas d'usage. C'est tout nouveau, là, on a mis les premiers protos il y a un mois, donc on est vraiment les mains dans le cambouis. Ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est assez simple aussi. Au moment où l'opérateur du service client est en ligne avec le client, toute l'interaction est tracée. C'est-à-dire qu'on a du speech to text. Et à la fin, l'IA va vous faire un résumé du call.
et qui sera mis dans le case. Donc l'opérateur n'a pas besoin de taper pourquoi la dame ou le monsieur a appelé. En fait, c'est directement mis dans le case en disant la personne a appelé parce que son rendez-vous de demain à 17h ne peut pas être honoré. On a recalé un rendez-vous le jour d'après à 14h30. Ou bien la dame a appelé parce qu'elle avait pris rendez-vous, le technicien ne s'est pas présenté, il faut replanifier le rendez-vous. Vous voyez ? Donc ça, on gagne du temps. On parlait de valeur pour les opérateurs. Il y a un côté presque magique sur des trucs comme ça. Quand on va tourner la solution, c'est assez. Pourtant, ça paraît un peu bête parce qu'on a tout ça sur nos iPhones. Mais sur le milieu professionnel, il y a des petits effets waouh qui sont assez sympas. Vous nous avez confirmé que là, ces projets IA qui sont en déploiement, c'est aussi chez Salesforce. Alors, Thomas, je vais vous poser la question là-dessus. Mais avant, est-ce que déjà, pareil, d'un point de vue marché, vous observez une réelle appétence des ETI? On parlait des ETI tout à l'heure qui ont un peu du mal à envisager les mêmes solutions que les grands comptes. Est-ce que côté IA, on voit une appétence des ETI françaises? Ah oui, je confirme, on voit une appétence. Ça fait 2 ans que je petit déjeune, je déjeune et je dîne IA. Je pense que les 30 premières minutes du webinaire, il n'y a pas eu le mot IA une seule fois. C'est les 30 seules minutes ça depuis 2 ans. Ça vous a fait respirer. D'accord, ok. Donc ouais, non, il y a une appétence. Après, il y a toujours le sujet de bon cas d'usage. Encore une fois, quand on pense au ROI, c'est trouver le bon cas d'usage qui va apporter du ROI. Donc là, Batisanté a trouvé un cas d'usage qui allait apporter du ROI, c'est tant mieux. Et donc, c'est aussi l'approche qu'on va avoir avec Salesforce, c'est qu'on va proposer des solutions pré-packagées pour guider les cas d'usage et pour donner à disposition de l'IA pour des cas d'usage, on va dire, simples et pour qu'on puisse mettre un premier pas dans l'IA. Et après, à nous, avec Arnaud, de réfléchir avec nos clients pour trouver des cas d'usage beaucoup plus avancés, beaucoup plus personnalisés, qui apportent encore plus de valeur. Là, en prenant l'exemple de Batisanté, on se demande, mais pour les ETI qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des prérequis en fait, à l'intégration de l'IA, ou est-ce qu'on peut déjà trouver des cas d'usage aussi précis qui nous permettent de générer de la valeur? Peut-être Arnaud, sur ce sujet. Oui, on peut déjà le faire. On le voit avec les exemples que Philippe a partagé avec nous, sur de la classification de requêtes ou sur des résumés, etc. Nous, chez Spring5, on utilise l'IA sur un tout autre domaine dans nos ressources humaines pour classifier les candidatures à nos offres d'emploi et prioriser en fait dans quel ordre on va les adresser, voire même répondre automatiquement à des candidatures qui ne seraient pas éligibles. Par exemple, il n'y a pas le niveau d'études requis. En fait, on dit merci d'avoir postulé, mais voilà. Et donc ça, c'est du temps gagné à notre chargé de recrutement qui est concret et donc avec un retour d'investissement très concret. Et puis, dès lors qu'on utilise la plateforme Salesforce, on est capable d'utiliser toutes les données qui sont à l'intérieur pour développer des cas d'usage qui délivrent de la valeur rapidement. Tout ce qui est de l'ordre des résumés, des suggestions de réponses, de rédaction d'emails, en fait, c'est du temps gagné sur les opérateurs ou les utilisateurs. Que ce soit en service client, c'est faisable dès maintenant. Et alors justement, vous nous parlez des solutions Salesforce. Thomas, comment ça se passe l'intégration de l'IA dans les solutions? Là, par exemple, si on veut appliquer l'IA dans le cas de Batisanté, c'est quoi? Il y a un bouton on-off sur le CRM quelque part? Enfin, comment ça se passe? C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est ce qui est assez impressionnant. Moi, je suis un peu comme un gamin quand je vois les solutions. Je trouve que c'est trop bien, et d'entendre des cas d'usage comme celui de Spring5 avec cas d'usage recrutement, ou de Batisanté avec la partie service client, je trouve ça incroyable. Et en termes de solutions, donc il y a des parties solutions pré-packagées où vraiment en un clic, c'est vraiment on-off. On allume Einstein. Donc Einstein, c'est le mot IA chez Salesforce, c'est notre appellation marketing. Et on commence à avoir des cas d'usage qui permettent de répondre à des questions, de résumer du contexte. Et après, notre rôle, ça va être aussi de réfléchir à des cas d'usage plus complexes, où là il va y avoir besoin justement d'accompagnement d'experts comme Spring5, mais qui vont être plus personnalisés, qui vont avoir beaucoup plus d'impact pour nos clients. Vous avez annoncé, j'ai fait mes devoirs, journaliste, j'ai regardé un petit peu vos conférences, mais à San Francisco, il n'y a pas très longtemps, on a annoncé de la nouveauté côté IA chez Salesforce. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce qui arrive demain? Bien vu Thibaut, en effet. Donc on a un énorme événement chaque année à San Francisco qui s'appelle Dreamforce, et c'est là où on fait nos grosses annonces, et notamment cette année, l'énorme annonce, ça a été Agentforce, qui va être en fait la possibilité pour nos clients dès à présent, donc là c'est disponible directement dans la plateforme Salesforce, de créer des agents autonomes, donc des agents qui sont capables de prendre des requêtes aussi bien clients qu'employés, de comprendre le contexte et d'agir en fonction de cette demande-là.
Donc là, c'est peut-être un peu flou, un peu théorique. Si je prends un exemple pour Bâti-Santé, on imagine chez moi, là, moi en plus je suis en immeuble donc c'est assez facile de me projeter. Dans ma cour, il y a un essaim de guêpes. On est le week-end, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Il y a des enfants notamment, et donc c'est quelque chose où j'ai besoin d'aide. Et forcément, on est dimanche, donc il y a peut-être pas, je sais pas s'il y a des astreintes ou pas, mais pas forcément. Je vais avoir besoin d'aide rapidement. Je vais appeler mon syndic qui va faire un appel à Bâti-Santé. Et là, on pourrait avoir un agent qui va prendre en charge l'appel, même le dimanche, donc 24/7, et automatiquement déjà donner des conseils de sécurité, attention, protéger les enfants, éloignez-vous de l'essaim, etc. Et derrière aussi, pourquoi pas, programmer l'intervention d'un technicien qui va être spécialisé sur la partie guêpe, et bien évidemment tout ça en optimisant sa tournée, exactement en utilisant le même moteur, et le faire de manière en influençant field service par exemple. Exactement. Tout ça, comme c'est intégré sur la plateforme Salesforce, toutes les couches, tous les modules qu'on a dit et qu'on a pu empiler au début, eh ben, l'IA va en bénéficier, et Agentforce d'autant plus va en bénéficier et va pouvoir prendre des actions à la place des humains en autonomie pour des cas d'usage comme celui-ci. Côté Bâti-Santé, Philippe, est-ce que vous avez suivi là quand on vous présente ça? Qu'est-ce que Alors, Agentforce, je vais découvrir, mais le cas dont parle Thomas, il me parle parfaitement parce que c'est un peu la vision qu'on porte aussi avec le côté One Platform, hein, c'est de dire on peut aller de l'expression de la demande du besoin jusqu'à l'action terrain directement sans interaction humaine. Ça, c'est un modèle qui peut être possible sur des interventions simples, c'est-à-dire j'identifie le problème, je propose une solution avec voire même un devis que le client peut signer en ligne. La signature du devis déclenche des propositions de créneaux. Le client va choisir un créneau et ça va tirer directement sur la tablette du technicien qui, lui, va venir faire l'intervention. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui de la science-fiction pour nous, avec nos systèmes historiques, qui demain deviennent possibles grâce à l'écosystème Salesforce. Okay. Donc j'en déduis que quand vous avez entendu parler d'Agentforce, vous avez dû avoir des étoiles. Je vais au salon le 7 novembre, je vais découvrir tout ça en détail. En tout cas, là, on arrive à la fin de ce webinaire, mais c'était très intéressant de vous écouter tous. Et puis surtout, pour l'anecdote, avant d'arriver sur plateau, on était dans la loge et puis je vous voyais tous les trois autour du canapé en train justement d'échanger des cas d'usage autour de l'IA. Comme ça, effectivement, on avait vraiment l'impression de voir trois adolescents hyper amusés par ce qu'ils peuvent déployer. Tout ça avec un ROI potentiel fabuleux. Donc, en tout cas, je vous souhaite d'aborder ces évolutions toujours avec autant d'entrain. Et puis, j'espère vous réinviter prochainement pour en parler parce que c'était un plaisir. Bien évidemment, un plaisir aussi de vous avoir eu autour de la table, derrière la caméra avec nous. Et je vous souhaite à bientôt pour un futur webinaire. Merci.